Radio Les Clés d'une Vie, Jacques Pessis. Sud Radio, Les Clés d'une Vie, celle de mon invité. En 50 ans de carrière, l'imitateur que vous étiez à vos débuts est devenu inimitable. Vous n'avez jamais eu besoin de pistons pour connaître les trompettes d'une renommée que vous évoquez à votre façon dans votre nouveau livre. Bonjour Patrick Sébastien. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, c'est la 6e fois que vous venez dans Les Clés d'une Vie. C'est toujours avec plaisir. Voilà. C'est un record. Hein. Vous êtes le recordman de l'émission. Mais ça m'étonne pas. Tu fais partie des records de mon amitié. Oh, ça, je vais pleurer. Alors, si vous êtes là, Patrick Sébastien, c'est pour le Carnaval des ambitieux, chez XO Éditions, votre nouveau livre, qu'on va évoquer longuement tout à l'heure, mais qu'on va évoquer dans l'émission régulièrement, puisqu'il y a plein d'anecdotes sur ce livre. Enfin, en fait, je voulais pas faire pour les 50 ans, j'aurais pu faire, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais je trouvais plus intéressant de faire le portrait parce que l'ambition, c'est la base de tout dans nos métiers, et puis dans plein d'autres métiers aussi, de faire le portrait de plein de gens que j'avais croisés, d'analyser, de décrypter. C'est un traité philosophique, en fait, sur l'ambition, figurez-vous. Voilà. Alors, justement, vous évoquez ces 50 ans de carrière, et la première date que j'ai choisie, c'est le 14 novembre 1974, vos débuts au cabaret, le jour de vos 21 ans. Ouais, c'est-à-dire que j'ai fêté, là, il y a quelques jours, mes 71 ans et mes débuts au cabaret. C'est un point commun que j'ai avec Serge Lama, qui a commencé le jour de ses 21 ans aussi, qui a mis le pied sur Je voulais rentrer chez moi, j'étais arrivé en septembre, il pleuvait, il faisait un temps pourri, et je suis arrivé dans ce petit cabaret qui s'appelait La Main au Panier, qui n'avait rien de gaulois, qui existe encore d'ailleurs, oui, qui existe est un encore. Restaurant. Et vous avez été repéré par Jacques Gauthier. Jacques Gauthier et sa femme, ils étaient malins, ils avaient La Main au Panier à Paris, et l'été à Cannes, ils avaient La Main au Palmier. Oui. C'était 2 restaurants qui marchaient très très fort. Ils faisaient des imitations aussi. Et je suis arrivé dans l'après-midi, là, j'étais sur le point de repartir chez moi, parce que je fêtais mes 21 ans tout seul à Paris, dans une piole minable au 6e étage. Et ce monsieur m'a regardé, il m'a fait passer l'audition l'après-midi, sur une petite scène qui était vraiment minuscule. Et il m'a dit, voilà, tu vas commencer ce soir, tu gagneras 30 francs. Voilà. C'était le plus heureux du monde. Il se trouve que Jacques Gauthier a laissé un disque qui s'appelle La Grosse Rigolade. Ah bon? Oui, qui existe sur Internet. Ah, je savais pas. Et où il raconte des histoires drôles. Ah bon? C'est fou. Et hein. il imitait les personnages de l'époque. Il imitait Fernandel, il imitait Jean Tissier, il imitait tous les vieux acteurs, tu sais. Jean Tissier qu'on appelait le nonchalant qui passe. Et il imitait Guitry, il imitait tout ça. Et alors à un moment, j'ai fait Fernandel, il m'a dit non, faut pas le faire, tu vas voir comment je le fais moi. Et il l'a fait très bien. Mais ils étaient adorables, ce couple-là. Et en plus, vous cherchez du travail car vous écumiez les cabarets et personne ne voulait vous. C'est-à-dire qu'au départ, j'arrive et je fais, tu sais, quand j'ai posé mon pied sur la gare d'Austerlitz, j'avais connaissé personne. Je monte avec une valise, avec des conserves, c'est comme dans un film, hein. Et j'achète l'officiel du spectacle, ou Pariscope, il y avait à l'époque, oui. Et j'appelle les cabarets en disant, voilà, j'arrive de Brive, je fais des imitations. Alors je me suis fait jeter plein de fois, au Roi Lyre, plein de cabarets. Et puis finalement, il y a eu donc La Main au Panier qui m'a pris. Et après, j'ai commencé à faire des remplacements et je suis passé au Port du Salut. Je me rappelle la première fois au Port du Salut, il m'a dit, vous pouvez pas être imitateur, vous n'avez pas le physique. Parce que c'est vrai que les imitateurs étaient des gens au physique ordinaire, tu vois. Et moi, j'avais ma carrure de rugbyman. Et en fait, par la suite, c'est mon physique qui m'a le plus servi. Et il y a quelqu'un qui vous a repéré, je crois, c'est Jean-Louis Foulquier, à la Maison de la Radio. Non, c'était Jean-Louis, c'est une belle histoire, c'est une magnifique histoire d'amitié. C'est de la radio comme on n'en fait plus, je suis désolé, à France Inter, oui, je oui. m'entends. D'accord. À France Inter. À Sud Radio, on continue. Ah oui, mais à France Inter, il y avait Studio de nuit. C'était extraordinaire. L'antenne était de minuit à 5h du matin. Et le studio était plein de fumée, il y avait à boire, et passer là, n'importe qui à n'importe quel moment. C'est que moi je me suis retrouvé dans des émissions avec Brassens, qui imitait Luis Mariano, qui faisait des claquettes, Renaud. Et alors ce qu'il y avait de bien avec Jean-Louis, c'est qu'il invitait aussi bien Higelin, Lalanne, que François Valéry, que Carlos, on passait et on s'amusait. Et comme on picolait pas mal à l'époque, je me rappelle qu'avec Jean-Louis, on faisait un régime. C'est-à-dire qu'à 5h du matin, on allait bouffer au Café de la Paix des huîtres, parce que ça fait pas grossir, avec 2 litres de blanc. Ouais, exactement. Parce que c'est bon pour la santé. Je crois que vous avez repéré... complètement hors des codes d'aujourd'hui. Complètement. Et c'était pas si mal. Et vous avez repéré au bar de la Maison de la Radio, parce que... Au télébar. Au télébar, et vous imitiez Bourvil, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est comme ça qu'il vous avait repéré. Oui. Et après, on est devenus excessivement amis. On est devenus très, très amis, Jean-Louis. Et ça a été il m'a fait découvrir... quelqu'un dont j'ai produit l'album après, Yves Jamais,
qui a un talent immense. Et puis j'aimais bien Jean-Louis parce que il avait pas de mépris pour le populaire, et en même temps, c'était le pote de Digelin, c'était le pote de Lavilliers, de tous ces gens-là. Et il m'a fait faire quand même le spectacle le plus fou de ma vie. Quand je faisais mes imitations, que j'étais sur TF1, il m'a fait faire les Francopholies. Oui. Il m'a dit, Patrick, tu vas faire les Francopholies. Je dis, mais Jean-Louis, si, et tu vas les faire en première partie de Cassave. C'est-à-dire Cassave au sommet. C'est-à-dire que tu as 8000 mecs qui viennent écouter Cassave. Et il me dit, si t'as des couilles, tu vas le faire. Putain, je suis rentré sur scène. Il y avait un bordel. Et il y a eu un miracle. Au bout de... J'ai changé le tour de chant, et à un moment, j'ai imité Signoret, et j'ai eu le silence. De 8000 personnes qui venaient écouter Cassave. Et quand je suis sorti, Jean-Louis m'a dit, ça, mon pote, t'as des couilles énormes, et ça te servira toute ta vie. Il avait raison. Ça, c'est un souvenir magnifique. Et les Francopholies, c'est né d'un lapsus. Il voulait parler de francophonie, et il a trouvé ce mot par hasard, et c'est devenu celui de ce festival. On a rigolé. Avec Jean-Louis, on avait des trucs qu'on peut pas raconter, mais on a bien rigolé. Alors, les imitations, au départ, c'était... Je crois qu'il y a un truc en hommage à lui qui sort. Il y a un bouquin dont j'ai fait la préface. un livre, c'est Nos années Foulquier qui sort. Ouais. C'était un être formidable, vraiment formidable. Il y en a plus des comme ça. Ben, ça manque. Alors, il se trouve aussi, donc, au départ, l'imitation, c'était pour les copains à l'école, c'était pour la famille. Pas question d'en faire un métier, Patrick Sébastien. Mais pas du tout. Moi, je voulais être prof de lettres, donc ça n'avait rien à voir. Mais je me suis marié, j'avais 16 ans. Donc j'ai continué, j'ai passé mon bac en candidat libre, je suis parti en fac à Limoges. Mais c'était l'enfer parce que je me levais à 5h du matin, je prenais un train qui s'arrêtait partout. J'arrivais à Limoges, je prenais un trolley, j'allais faire mes cours de fac, je redescendais par un autre train, j'allais faire pion à 30 km de Brive. J'ai tenu 1 an quand même comme ça, pour pouvoir nourrir ma famille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis marié, j'ai dit, il est hors de question qu'on assume à ma place. Donc c'est moi qui vais assumer. Et depuis d'ailleurs, depuis l'âge de 16 ans, ça m'a bien servi. Mais je faisais des imitations pour m'amuser, pour les copains. Après, je suis parti jouer en Afrique du Sud, au rugby, avec Brive. On a fait une tournée en Afrique du Sud. J'étais un bon joueur de rugby. Et je leur ai fait des imitations. Je me revois leur chanter comme ils disent d'Aznavour, à une table à Port-Élisabeth. Et puis, je voulais gagner ma vie, donc je suis devenu... c'est bien parce qu'on pouvait trouver du boulot. Le matin, tu ouvrais le journal, tu trouvais du boulot. Alors j'ouvre le journal, je vois, on cherche représentant en encyclopédie. L'après-midi, j'étais représentant en encyclopédie. Et ça m'a énormément aidé parce que j'étais timide. J'osais pas parler. C'est vrai? Ouais, j'osais pas. Et le fait d'être représentant, d'aller taper aux portes et puis d'essayer de vendre mes trucs, c'est ça qui m'a appris à m'exprimer et ça m'a appris beaucoup. Et au bout d'un moment, j'ai dit, je regardais les Carpentiers, je regardais de ça me faisait rêver. Et j'ai dit à ma mère, je monte, je tente le coup. Puis ça marche pas, je redescends. J'avais un boulot au Crédit Agricole, si j'avais voulu, tu vois. Et j'ai dit, si ça marche pas, je redescends. Mais c'est vraiment, tu sais, dans le livre que tu as sous les mains, le filigrane du livre, c'est que pour moi, tout est écrit. Et je pense que tout ça, c'était écrit. C'est pas possible que j'ai aucune raison de monter vraiment. Avec 600 francs en poche, je crois. Ouais, ça fait combien aujourd'hui? 100 euros. 100 euros, ouais. Ça, j'ai tenu avec jusqu'au premier. J'ai tenu de septembre à novembre avec 100 euros. Ouais. Et votre première télé, c'était une télé dans le Limousin. Ils me sortent ça sans arrêt. À Uzel, en Corrèze. Non, mais ils me sortent ça sans arrêt. Je m'en souvenais même plus. C'était parce que je faisais une tournée de l'Auvergne qui chante. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'ai réussi à trouver des contrats dans les dîners d'Auvergnat à Paris, qui se passaient au Salon Delbord, au Salon Vianney. Il y avait un monsieur qui s'appelait Manoury, qui avait un bouquin qui s'appelait L'Auvergnat de Paris, et il m'a dit, on fait une tournée avec Jean Ségurel, célèbre accordéoniste, des danseuses folkloriques, des vielles. C'est des petits chapiteaux. Je dormais dehors des fois, j'avais une couette pour dormir dehors, mais j'étais heureux comme tout. Et c'était ma première tournée. Et j'étais accompagné au piano par le papa de Dominique Farrugia. C'est fou, hein? Alors, il se trouve que ce folklore auvergnat, je ne sais pas si vous le savez, mais l'une des rares chansons humoristiques des années 60, c'est sur le folklore auvergnat. Ah bon? C'était un air du folklore auvergnat. C'est qui ça? J'avais entendu. Ah, salut les coucheras.
C'était Stella qui a disparu. Stella, je me rappelle de Stella. Et c'est Stella, elle avait fait cette chanson qui a été un grand succès, son seul succès. Ouais. Et c'était extraordinaire. Parce Mais que... là, c'était vraiment anecdotique. J'ai fait cette tournée, après je fais des petits cabarets. Je continue à faire les cabarets pendant longtemps. Hein. Oui. D'ailleurs, je faisais mes petits cabarets et je me suis retrouvé en première partie d'Annie Cordy à l'Olympia. Ça, c'est la trouille de ma vie, ça. Je suis dans mes petits cabarets et je réussis à avoir la présentation du spectacle d'Annie Cordy. Comment c'est venu? Et le soir de la... Oh, grâce à un... je me souviens plus son nom, grâce à un chansonnier qui avait présenté, qui voulait pas se coller l'étiquette de présentateur. Jean-Marie Prolier? Non. Un jeune mec qui passait sur Inter d'ailleurs tous les dimanches et qui était au caveau de la République et qui venait de présenter le spectacle de Daniel Guichard à l'Olympia et qui m'a dit on va faire l'audition. Mais c'est pareil, c'est un coup de chance. Quand j'ai fait l'audition devant Jean-Michel Boris, il se trouve que la standardiste d'en bas m'avait vu dans un dîner d'Auvergnat, il avait déjà parlé de moi. Mais ça a été la trouille de ma vie, parce que je suis dans mes petits cabarets, et j'ai continué à les faire. D'ailleurs, après avoir présenté la première partie d'Annie, il y avait Dave en américaine, et la première, c'était des vraies premières. Et avant de rentrer sur scène, il y avait rien, c'est moi qui rentrais tout seul, j'ai écarté le rideau, et j'ai vu Aznavour, Brassens, j'ai dit je m'en vais, je pars. J'avais toutes les stars. Il y a même Aragon dans la salle. Enfin, je veux dire. Et je suis rentré comme ça, le rideau s'est ouvert. Mais aujourd'hui, je fais des spectacles dans des festivals devant 25 000 personnes. Les gens, ils me disent, t'as pas la trouille. Je dis, mais bien moins que quand je passais dans les petits cabarets pour 5 personnes, dont 4 qui s'en foutaient. Alors l'Olympia, justement, on va en reparler à travers une autre date importante dans votre parcours et que vous évoquez aussi dans ce livre, le 6 novembre 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Sébastien. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Sébastien, recordman des invités des clés d'une vie, 6e fois pour ce livre, Le Carnaval des ambitieux chez XO Éditions, un livre qu'on évoque au fil de l'émission et dont on parlera un peu plus tout à l'heure. 6 novembre 1984. J'en parle de cette période-là dedans. À propos de cette chanteuse. Oui. D'amour et d'amitié. Ça me fait tout drôle, rétrospectivement, de me revoir derrière le rideau d'Olympia en train de tenir cette petite par l'épaule en lui disant « N'aie pas peur, ma puce, ça va bien se passer ». En fait, on était partis en tournée. J'avais Philippe Laville en américaine. On devait faire l'Olympia et je dis à Jacques Marouani, il faudrait qu'on trouve une petite chanteuse, tu vois, pour ouvrir le spectacle. Et il me dit, il y a cette petite là qui est là, qui s'appelle Céline Dion. Je dis, j'écoute. Je dis, ouais, elle est bien. Donc on est parti, on a fait quelques galas en province avec René qui était déjà là. Oui. Et j'ai vu le petit oiseau démarrer. Et c'est ce que je marque dans le bouquin. Ça résume d'ailleurs assez bien le livre, Le Carnaval des ambitieux. C'est cette petite, elle avait 16 ans, elle était pleine d'espoir, elle était formidable, et je la vois aujourd'hui, hélas, avec la maladie. Alors, elle a accompli son ambition, c'est la plus grande chanteuse du monde. Elle est bourrée d'argent, mais laquelle est la plus heureuse? Voilà. C'est vrai que ce soir-là, en plus ce soir-là, le soir de la première à l'Olympia, c'est très particulier. Tu y étais. Oui. Parce que j'avais décidé, ça s'était jamais fait, de faire une première avec des invités précis, mais en leur demandant tous de se déguiser. Et je m'attendais vraiment pas à ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils sont tous venus dans des tenues, mais incroyables. Il y avait Marcel Carnet, le réalisateur, qui était en cow-boy, Alain Prost en cow-boy, Gérard Jugnot, il était en fou, avec un entonnoir sur la tête, une camisole de force, et sa femme était en infirmière. Il y avait les Charlots qui étaient en steward d'avion et toutes leurs femmes en hôtesse. Enfin, la salle, et d'ailleurs, ce soir-là, le soir de la première, je pense que personne n'a vraiment fait attention à la petite chanteuse qui chantait en première partie. Non, elle était en danseuse de flamenco, je crois, elle. Non, elle est après, quand on a fait la soirée, après, parce qu'on a fait une soirée place Édouard VII en mettant un chapiteau sur la place pour inviter plein de gens. Et moi, j'ai des photos, j'arrive pas à les retrouver, où René et elle sont en Madame de Pompadour et Louis XV, tu vois. Mais c'était surréaliste. En plus, moi, j'étais un peu dans les vapes parce qu'à l'époque, je picolais pas mal. Donc, j'ai vu ça de loin. On peut plus imaginer ça aujourd'hui. Et Céline, elle travaillait et René vraiment la poussait à répéter pendant que vous, avec lui, vous rigoliez un petit peu. Non, mais nous, elle est partie en tournée avec. D'ailleurs, elle l'a dit, je crois, dans sa biographie. C'est pendant ce truc-là qu'elle est devenue adulte.
Oui. Et c'est vrai que je lui faisais faire elle passait pour la première fois à l'Olympia. Il y a dans son documentaire, là, j'ai vu, on la filme en train de passer devant. Elle avait fait venir toute la famille. Elle avait fait venir la mère, les frères, les sœurs. Et moi, je me souviens très bien d'elle quand elle venait à Radio Monte-Carlo où j'étais avec sa mère. Elle avait 13 ans, toute timide, et personne ne voulait d'elle à la télévision. Elle était passée dans une émission de Claude Pierrard, Croque Vacances, parce qu'on pensait que ses chansons étaient pour les enfants. Ben oui, mais et je vais te dire tout à fait honnêtement, moi je pensais que ça serait une très bonne chanteuse. Mais j'aurais pas imaginé, je pourrais te dire, ah ouais, je savais que non. Il y en a plein que j'ai aidé au début où je savais que de toute façon ça cartonnerait. Mais star à ce point-là, j'aurais jamais imaginé. Mais c'est à force de travail. Mais elle y a laissé sa santé, elle y a laissé son équilibre. C'est toute cette balance-là. Moi, je suis vachement content d'avoir gardé... moi, entre le mec que je suis aujourd'hui, tu vois, j'ai fait un lapsus, entre le mec que je suis aujourd'hui et le môme qui est monté... il n'y a pas une grande différence, en fait. Et il n'y en aura jamais, je crois. Il n'y a pas une grande différence. Alors, mais ça, c'est la survie. Hein. Faut arrêter les excès à temps. Moi, à cette époque, j'étais dedans. Je buvais 1,5 litre de whisky par jour, à l'époque. Hein. Quand j'ai fait cette Olympia-là, je me rappelle très bien. Hein. C'était chaud. Hein. Alors, vous évoquez aussi d'autres tournées, et je crois que vous avez fait aussi la première partie de Sardou à l'Olympia. Et Sardou, vous l'évoquez longuement dans ce livre, avec des moments dites pas toujours faciles. Ah ben, pas avec lui, hein, parce que lui, il a été exemplaire avec moi. Il a été d'une gentillesse extrême. Mais c'est vrai que j'ai participé à cette fameuse tournée de 76, où il y avait des bombes et des alertes à la bombe tous les soirs. Il avait fait la chanson « Je suis pour ». Il a reconnu lui-même que il s'était peut-être gouré dans le titre, tu vois. En fait, on a dit que c'était pour la peine de mort. Et en fait, lui, c'était la loi du talion. C'était si tu flingues mon fils, je te flingue. Voilà. Mais ça a pris des proportions incroyables. C'est-à-dire qu'à Toulouse, il y avait une bombe qui avait éclaté dans le chapiteau la veille, on allait escorter de CRS, et à Besançon, au milieu de la tournée, là, les mecs, ils étaient dehors avec des pioches, avec des boulons. Moi, il y a un truc qui a pété au-dessus de moi, je crois que c'était une balle, en fait, c'était des mecs qui tiraient au lance-pierre. Et on a arrêté à Besançon la tournée parce que les vitres avaient explosé, parce qu'on voulait l'empêcher de chanter. Et le plus grave, ça a été au Forêt Nationale, à Bruxelles, où il y avait vraiment une bombe. Les mecs faisaient des alertes à la bombe pour que le spectacle n'ait pas lieu. Mais au Forêt Nationale, il y en avait une sous la scène. Et le mec s'est dégonflé à 1 heure que ça pète. Donc c'était très très chaud. Et Michel, j'ai toujours eu... ce mec est fascinant, quoi. Je veux dire, puis il m'a fait des cadeaux formidables. Tu sais, après, je raconte dans le bouquin... Après, mon fils adorait ses lumières. C'était Jacques Rouvérolis qui faisait ses lumières. Mon fils faisait des lumières avec moi quand il a eu son accident, quand il est mort. Et donc, quelques temps après, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Chanter quand même », que j'ai envoyé à Michel parce que moi j'ai chanté le soir de la mort de mon fils et lui avait chanté le soir de la mort de son père. Et je lui ai dit, si tu peux la chanter au moins une fois sous tes projecteurs, pour la mémoire de mon fils. Et il m'a rappelé le lendemain, il m'a dit, écoute, j'ai fait la musique et je la mets sur mon prochain album. Et c'est une fierté d'avoir le nom de mon gamin à côté de Suite Sardou. Il y a sur l'album du Bac G, il y a une chanson qui s'appelle Chanter quand même et qui est signée Bouteau Sardou. Voilà. Et puis, il y a un de vos fans qui vous a prédit une belle carrière, c'est Louis de Funès, Patrick Sébastien. Ça, c'est pas un de mes fans, tu dis ça, oh là là. Il me l'a dit un jour qu'il vous adorait. Ouais, je sais, j'ai entendu même une interview où il disait, mais on peut pas dire ça, c'est pas possible. Où il parlait de moi et de Laurent en disant, mais eux, ils ont du talent, pas comme moi. Monsieur de Funès. Il était très timide, de Funès. Il est venu. Ouais, mais il est venu me voir. Alors ça aussi, ça je le raconte dans mon spectacle. Tu sais, j'ai un spectacle qui s'appelle Hommage et dessert, que je vais jouer au Théâtre de la Tour Eiffel 3 jours, parce que je le fais un petit peu partout en France, mais je vais m'arrêter au Théâtre de la Tour Eiffel, où je rends hommage à Coluche, à Gainsbourg, à Bourvil, à De Funès, et je raconte cette première à l'Olympia, où déjà, c'est lui qui a appelé l'Olympia pour réserver, tu sais. Il me fait, j'ai appelé. Alors, voilà, c'est monsieur De Funès, je voudrais réserver. Il me fait, oui, Patrick, c'est bon, arrête de nous prendre pour des cons. J'étais obligé d'appeler 3 fois quand même. Hein. Et ce soir-là, il était au 9e rang dans la salle et les gens ne regardaient que lui. Surtout quand je l'imitais. Parce que je disais, regardez, il est là. Regardez, il est tout petit. Il est là. Je le voyais qui faisait, C'était un moment. Et il est venu dans ma loge après, il a viré tout le monde. Et pendant 20 minutes, il m'a parlé. Et il m'a expliqué mon métier. Il m'a expliqué ce qu'il fallait que je fasse. Les critiques auxquelles il fallait pas que j'attache d'importance. Parce qu'il me disait, vous savez, quand on demande à un enfant ce qu'il veut faire plus tard, il vous dit, je serai pompier, je serai footballeur. Mais il n'y a jamais un enfant qui vous dit, plus tard, je serai critiqué. Et donc, c'est un moment pour moi...
J'ai des photos, heureusement. C'est un moment surréaliste pour moi, parce que pour moi, c'est un génie. Ce type est un génie. Rencontrer De Funès, c'était... Mais en même temps, il a eu du mal à démarrer. Et vous savez qu'il a débuté comme pianiste de bar. Et il s'est fait engager dans ce bar en faisant croire qu'il avait fait le conservatoire, ce qui n'était pas le cas du tout. Sinon, jusqu'à 40 ans, il en a chié vraiment. Oui, il a fait des pubs incroyables, il a eu des seconds rôles, mais il travaillait de façon extraordinaire. Et c'était quelqu'un de gentil, parce que les gens disent, oui, il avait un caractère... Mais c'est normal, quand il sortait, le mec disait, faites-moi une blague, quoi. Il y a un moment, faites-moi des grimaces, c'était pas là pour ça, quoi. Et il a joué dans La Grande Vadrouille, et je crois que vous avez un document inédit de La Grande Vadrouille, vous le racontez en tout cas dans ce livre, Patrick Sébastien. J'ai passé ce document, c'est Oury, j'ai fait une spéciale Oury un jour, et tu l'as sur Google, ce truc-là. Ouais. Tu as une scène de La Grande Vadrouille qui n'est jamais passée, dont il a perdu les images, Oury, mais il a gardé le son. Et le son, il est extraordinaire. Ils sont dans le lit tous les deux. Tu sais, quand ils sont dans l'hôtel, là, tout le monde connaît. Et ils parlent du bonheur et de l'argent. C'est extraordinaire. Parce que De Funès lui dit, mais vous êtes un homme heureux. Parce que, bon, il fait, ah bon, pourquoi? Parce que moi, j'ai des ennuis. J'ai 3 voitures, je peux pas monter dans les 3. J'ai 4 propriétés, ce qui fait que j'y vais pas. Et à la fin, Bourvil lui fait, mais vous savez, là, les Allemands, à l'heure qu'il est, ils ont peut-être tout pris. Donc, vous êtes un homme heureux. C'est pas possible. Elle est extraordinaire. C'est extraordinaire qu'elle ait disparu. Ce dialogue. Ah ouais. Et il a dit, ils ont perdu les images. Il l'a pas monté dans le film. C'est comme la séquence du Cornio avec Michel Morgan, qui existe, elle, en image, qui est dans le supplément DVD. Il y a une séquence avec Michel Morgan qu'il n'a pas mis dans le film. Elle venait assister au tournage tous les jours, pratiquement. Ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, ils parlent à la télé, ils disent, il faut rajeunir l'antenne. Ce qui fait le plus de monde le samedi dimanche soir, c'est La Grande Vadrouille, qui est passée 150 fois, qu'on connaît tous par cœur. Il y a quelque chose de sain dans tout ça, il y a quelque chose de magique. Oui, ben la magie, on va continuer à la voir grâce à vous, et avec une autre date qui ne vous concerne pas, mais qui est importante quand même, le 8 juillet 1949. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Sébastien. Vous avez retrouvé mon père? Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Sébastien, le livre à ne pas manquer, le Carnaval des ambitieux chez XO Éditions. Oui, parce qu'il n'y a pas que il y a des portraits, bien sûr, je parle des présidents de la République, je parle des gens que j'ai fait démarrer, je parle des sulfureux, les tapis, Strauss-Kahn, Depardieu, etc. Les statues, c'est-à-dire Delon, Hallyday, Drucker, les statues de la télé et de l'humour, c'est Coluche, la chanson c'est Johnny, la télé c'est Drucker et le cinéma c'est Delon. Alors on va en reparler tout à l'heure parce que j'ai quelques questions à vous poser sur le sujet, mais je reviens 49. au 8 juillet 49, c'est la sortie du premier roman d'un auteur dont vous allez reconnaître la voix. Eric Dard, alias San Antonio, qui publie aux éditions du Fleuve Noir. En fait, il sort ce jour-là, Règle-lui son compte, le premier San Antonio, qui va se vendre à 700 exemplaires, parce que personne n'y croit. En fait, c'était une commande d'un éditeur lyonnais qui voulait concurrencer les polars américains. Oui, je sais, parce qu'il a même écrit plein de trucs sous des pseudos à l'époque. Il s'appelait Charles, il s'appelait... Et San Antonio, ça a été... Moi, c'est ma Bible au départ, parce que dans San Antonio, il y a... Alors aujourd'hui, putain... avec MeToo et avec les wokistes, mais il se fait tuer, ils le mettent en prison, ils le décapitent même. Parce qu'entre San Antonio qui baisse tout ce qui bouge, Berrurier qui bouffe, Berrurier, derrière... il y avait le modèle d'ailleurs de Berrurier par un vrai flic. Un vrai flic de son enfance. Mais derrière San Antonio, ce qu'on est tous allés chercher, et là je te parle de gens comme Renaud, Antoine Decaune, on est tous des fans, et puis plein de Français, parce je crois qu'il a été plus lu que Victor Hugo, quand même, et qu'il est étudié en fac aujourd'hui. Il y avait, entre l'histoire, il y avait des passages d'une page, de 2 pages, sur la vie, sur les choses. Et c'est ça qui nous touchait. Et tu peux pas savoir comme j'ai été fier de devenir son ami, même plus que ça, parce qu'il voulait m'adopter à un moment. Et je crois que jamais une réflexion m'a touché autant. Tu sais, quand c'est ton idole de jeunesse, quand t'as grandi avec ses livres, déjà d'ouvrir un San Antonio et de voir à l'imprimerie à Patrick Sébastien, déjà ça m'a touché. Et puis, quand le héros que tu imagines parle de toi, tu vois, c'est Zorro qui parle de Pessis, qui dit « Ah ben tiens, avant de rentrer à l'Hacienda, je vais dire bonjour à Pessis. » Et pour moi, Frédéric, ça m'a appris l'humanisme, ça m'a appris plein de choses. Justement, faire du bien, vous le devez justement à Frédéric Dard. Ouais. Et la plus belle phrase, c'était une émission que j'avais faite en Suisse, où on se posait des questions embarrassantes.
Et je lui ai dit, est-ce que tu as une question embarrassante à me poser? Et il s'est tourné vers moi, il m'a dit, oui, mais je n'ose même pas te la poser. Est-ce que tu m'aimes autant que je t'aime? Et moi, de sa part à lui, quand c'est ton idole, vraiment, tu peux pas savoir comme ça va toucher, comme ce mec me manque. Ouais, moi, je me souviens Il d'un serait jour... pas bien dans cette époque. Hein. Non, je pense pas. Et je me souviens d'un jour à la gare de Lyon avec Robert Hossein, il se faisait des embrassades, il repartait à Lyon, mais c'était deux amoureux, ils se faisaient des signes. Ah, mais moi j'ai fait des repas avec lui, il aurait pu passer Miss Monde, je l'aurais pas vu. Hein. J'ai passé des repas avec lui d'amitié, d'intelligence, d'humanisme, mais hallucinant, incroyable, incroyable. C'était quelqu'un d'hypersensible en plus. Ah oui, c'était un hypersensible, c'était un mec dans la vraie vie, c'était un mec qui triche, qui a eu beaucoup de drames. Ce qui est formidable, c'est la couverture de son livre, Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches? Je sais pas si tu connais ça. Bien sûr. C'est une photo, la photo du bouquin, puisqu'on parle de bouquin, c'est un petit garçon avec une mamie derrière sur une barque et qui a les mains sur les hanches comme ça. Et le titre, Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches? Je me dis, mais c'est quoi ce titre? Et en fait, tu t'aperçois que c'est une photo de lui. Il avait un handicap à un bras. Et pour qu'on ne voit pas le handicap, il mettait les mains sur les hanches. Et toute la moralité, c'était est-ce que les gens ne passent pas leur temps à déguiser leur nature profonde, à mentir? J'ai trouvé ça tellement magnifique. La bienveillance, Patrick Sébastien, et vous le racontez dans ce C'est livre. lui qui me l'a appris. Oui, et puis une voyante un jour dans un train. Ah ouais. Mais on est à la radio, donc je peux pas te montrer ce qu'elle m'a dit. Elle m'a expliqué les doigts de la main. Elle m'a montré la théorie des doigts. Voilà, c'est-à-dire le pouce en l'air pour montrer que tout va bien, quels que soient les emmerdements. Le doigt tendu, l'index vers l'avenir, toujours. L'annulaire vagabond, parce qu'elle me dit les relations multiples sont les plus intéressantes. L'auriculaire replié, parce que c'est on m'a dit, c'est les critiques. Et le médium levé bien droit en symbole de ton insoumission. Et j'ai appliqué cette théorie des doigts toute ma vie. Et la bienveillance, vous avez aussi beaucoup appliqué, parce que quand on voit le nombre de jeunes qui ont démarré grâce à vous dans vos émissions, mais pas seulement ça. Si tu prends la situation politique aujourd'hui, tu prends la situation du pays. Moi, ça fait des années qu'on se fout de ma gueule en me disant « Ah putain, c'est que de l'amour, c'est bisounours ». Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a quoi d'autre? Là, aujourd'hui, les gens se plaignent de la violence à tous les étages, des gamins qui ont 14 ans qui vont se filer des coups de couteau. L'exemplarité, elle est nulle part. Moi, il faudrait qu'il y ait des mecs qui, quitte à passer pour des bisounours, qui tiennent le discours que je tiens beaucoup plus souvent et beaucoup plus devant. Discours d'entente. Au lieu de ça, tu as les réseaux sociaux, les politiques qui attisent la haine en permanence. Alors tant que ça n'arrive pas à eux, ils continuent, mais si ça arrive demain à leurs gosses, ils vont baisser d'un ton. Mais il faut pas que ça arrive à leurs gosses pour qu'ils arrivent à baisser d'un ton et à comprendre que la clé, la solution pour mieux vivre aujourd'hui, c'est ça, c'est cette bienveillance-là. Mais ça veut pas dire bisounours, on s'envoie des émoticônes, le monde est tout bleu. Non, le monde, il est pas tout bleu, mais avec un peu plus de... C'est ce que je mets dans tous mes bouquins, de toute façon, avec un peu plus de regard sur les autres, on s'en sort. Mais aujourd'hui, tu passes pour un con. T'es intègre, tu passes pour un con. Moi, je me rappelle quand j'allais chez Ardisson, que j'avais le malheur de dire que je fumais pas de pétard, je me faisais huer par le public. Tout le monde se foutait de ma gueule. Alors qu'aujourd'hui, t'as des minots sur les trottoirs qui prennent des balles dans la tête tous les jours à cause de la cam. Eh ben, j'ai eu le malheur de dire que j'aimais pas ça. Et on s'est foutu de ma gueule, on m'a insulté pour ça. C'est quand même terrible aujourd'hui. Non, votre seule drogue, c'est l'amitié. Non, c'est pas ma seule drogue, j'ai le cul aussi. Oui. Attends, faut pas déconner. Non, je plaisante, c'est fini, tout ça, tu sais bien. Toi, ça continue parce que tu prends des pilules, mais moi, non. Non, ma seule drogue, non, ma drogue, j'ai deux drogues principales. Bon, j'en ai une qui m'emmerde, c'est le tabac, parce que j'arrive pas à arrêter de fumer. J'ai arrêté tout le reste. La drogue, j'ai jamais touché. J'ai pas de tranquillisant, j'ai rien. Non, ma drogue, c'est l'écriture, déjà. Je passe mon temps à écrire, je fais beaucoup de mots croisés, je fabrique aussi des mots croisés, c'est une espèce de training. Là, j'en ai fait 4 grilles avant de venir. C'est un training intellectuel, c'est comme un mec qui fait un footing le matin pour se mettre en forme. Écrire, pièces de théâtre, scénario, spectacle, bouquin, et puis monter sur scène. Parce que ça, tant que je pourrais monter sur scène, je serais heureux. Je vais d'ailleurs monter à côté de chez moi... d'ici un an, si les voisins me font pas chier, le plus petit cabaret du monde.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des rêves de grandeur. Moi, je passe du plus grand cabaret du monde qui était vu le 31 décembre par 75 millions de personnes dans le monde, au plus petit cabaret du monde, c'est-à-dire une salle qui va faire 200 personnes, à côté de chez moi, dans l'endroit où ma maman avait son restaurant avant, donc il y a tout un tas de souvenirs. Et on va faire là-dedans une revue transformiste, à la Michou. On va faire donner leur chance à des jeunes talents, on va faire peut-être des lotos, j'en sais rien, des mariages, plein de choses, mais on va vivre dans un espace réduit avec de la convivialité et des amis. Voilà. Et des jeunes talents, justement. Mais ça ouvre pas avant un an. Oui, et ça s'appellera le plus petit cabaret du monde en dessous, chez Patoche. Voilà. Et vous viendrez en parler dans les. Oui, on viendrait dans les clés d'une vie en parler. Ce sera la 7e fois seulement. Alors, je t'inviterai à le faire, à faire les clés d'une vie en direct de chez Patoche. Avec joie. La date est prise. Alors, justement, les jeunes que vous avez aidés, vous racontez dans ce livre combien vous avez aidé Patrick Bruel à ses débuts. Non, vous avez cru en lui. Non, il voulait absolument partir en tournée avec moi, puis il était venu me voir. J'ai aidé, même tous ceux qu'il y a eu après. J'ai été un marchepied. Voilà, mais après, c'est eux qui montent dans le train, c'est eux qui conduisent. Mais il y en a que j'ai un peu plus aidé que d'autres. Patrick, je lui ai donné effectivement la chance de pouvoir faire ma première partie pendant l'été et de lui apprendre des trucs que moi, on m'avait appris. On est très liés encore. Après, les autres que j'ai trouvés, il y en a vraiment que j'ai trouvé... celui dont je suis le plus fier, c'est Dupontel, quoi. Vraiment, c'est parti d'une cassette pourrie qui était dans mon bureau, qui est tombée d'ailleurs par hasard. Ça encore le fil de l'histoire. Danny Boone aussi, que j'ai vu dans la première partie d'un de mes spectacles, à qui que j'ai produit, que j'ai filé un bon coup de main. Et puis, quand on avait les émissions, justement, on pouvait... c'est ce que je regrette de plus faire à la télé. J'ai plus envie d'y revenir, et puis c'est fini. C'était une autre époque. Mais on pouvait lancer des gens. La petite imitatrice que j'ai en ce moment, que je produis, qui s'appelle Sarah Schwab, qui est un génie, c'est une performeuse extraordinaire. J'aimerais bien avoir mon émission pour pouvoir les mettre en valeur. L'autre jour, j'ai vu un imitateur dans le Grand Cactus, là, formidable, en Belgique. Si j'avais mon émission, je le ferais passer tout de suite. Et aujourd'hui, t'as très peu de chance à la télé de pouvoir aider un gamin qui démarre, quoi. Vraiment, je te parle pas de The Voice où c'est du karaoké. Ouais. Je parle d'un créateur, de quelqu'un qui écrit des choses, qui invente quelque chose. Panacloc, chef. Exactement. Alors il y a ceux que vous avez découverts et ceux qui sont venus, qui étaient des légendes, à commencer par Alain Delon. Et vous évoquez Alain Delon dans ce livre avec quelque chose d'extraordinaire qu'il vous a fait un cadeau. Tu sais ce qui est magnifique, c'est pour moi, quel que soit le parcours, alors déjà, j'ai toujours dit à tout le monde, je suis monté avec 600 balles, si je redescends avec 0, ce que je me suis payé avec 600 balles, c'est magnifique. Et puis j'ai rencontré mes idoles. Et ça, putain, d'avoir dîné avec Ventura, d'avoir été copain avec Belmondo, avec Delon, avec De Funès, avec tous ces gens-là. Je me mets devant ma télé la nuit, je regarde des vieux films et tout, je dis, tiens, celui-là, je l'ai connu. J'ai connu. Rien que ça, si tu peux pas savoir la récompense que c'est. Quand t'es un gamin qui fantasme sur ces vedettes. Alors pour les jeunes d'aujourd'hui, ça leur parle pas vraiment, ils en ont d'autres, tu vois. Mais avoir Stallone qui m'envoie un message, putain, pour moi, je reste émerveillé de chanter avec Aznavour. J'ai chanté avec Aznavour, c'est improbable, quoi. Mais je reviens à Delon parce qu'il y a sur les plateformes Mon cœur de gitan, qui est extraordinaire. Ça, c'est étonnant. C'est un soir, j'étais dans mon... Comme je te dis, j'aime écrire tout le temps, même des choses qui servent à rien. J'en ai plein comme ça, et j'ai écrit ce texte dans Mon cœur de gitan, et je me suis dit, je vais l'écrire pour Delon. Et je vais voir, je vais l'appeler. Et je l'ai appelé, je dis, voilà, j'ai écrit un texte, je te l'envoie. J'aimerais que tu me le dises devant mes caméras, mais si tu veux pas le lire, c'est pas grave, je le donnerai à personne d'autre parce qu'il est pour toi. Et il m'a rappelé le lendemain, il était au Théâtre Marigny, il m'a dit, tu peux venir. Et j'ai dirigé Alain Delon. Alors, imagine dans ma tête, dire à Delon, rentre par là, fais ça, on va te prendre dans le gros plan et tout. Mais je pense que dans le texte, il était touché parce qu'il m'a dit, tu y as mis des choses que j'ai dit à personne. Et il me dit, tu as parlé sans les nommer, de Romy et de Gabin. Il avait la robe de Romy dans sa loge. Ah, mais la loge, c'était un musée de souvenirs. C'est un musée de souvenirs. Ce mec, moi, j'ai adoré Delon. Moi, Delon, c'est tout le monde... J'ai entendu tellement de mal sur lui. Tu sais, quand on faisait le plus grand cabaret du monde, on a reçu des gens. Hein. On a reçu des petits, des grands comme invités. Celui qui s'est le mieux conduit, avec le petit personnel, parce que c'est là que tu les reconnais, c'est Alain. Avec les petites mains, ceux qui apportaient les cafés, le machin, il a été d'une gentillesse, d'une humilité. Ça, c'est un bon test. J'en connais qui lui arrivent même pas au dessous de la cheville.
qui ont traité les mômes comme des merdes, quoi. Non mais moi, Delon, d'abord, quand il appelait à minuit, il était très malheureux, on sentait qu'il y avait une torture, et surtout, c'est Mais on l'est quelqu'un... tous. Il ne signait jamais de contrat, c'était une poignée de main. Et il fallait avoir confiance. À l'ancienne, ouais. À l'ancienne, mais c'est rarissime. À l'ancienne, non, mais ça se fait encore. Hein. Moi, je fonctionne comme ça. Puis ma poignée de main, je la donne pas à n'importe qui. Ça a de la valeur, une poignée de main. Moi, tu parles de Dupontel. Tu parlais de Dupontel quand il a décidé d'arrêter de faire le comique. Comme il m'a dit, je veux partir vers le cinéma. De toute façon, je suis passé par là que pour ça. Il m'a dit, Patrick, je sais que tu es propriétaire de tous mes sketchs parce que je suis propriétaire de tous les sketchs sur scène. Mais je veux plus que tu les montres. J'ai dit, ouais, je sais, parce que c'est quand même beaucoup d'argent, tu vois. J'ai dit, ok, on n'a pas besoin de signer, on se tape dans la main. Et on s'est tapé dans la main. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait naturellement parce qu'on s'est tapé dans la main. Voilà. Et vous le racontez dans ce livre, Le Carnaval des ambitieux, qu'on va à nouveau évoquer. Mais ça, c'est mes vieilles amitiés de voyous de l'époque. C'est vrai que, bon, aujourd'hui, c'est pas les mêmes, mais moi, j'ai fréquenté beaucoup les mecs des années 70. J'étais à Pigalle très, très souvent. D'ailleurs, ils m'ont trouvé une très jolie phrase quand je me suis fait virer de la télé. Mon copain Tonton, qui est plus là, paix à son âme, et à son flingue, il m'a dit, ils t'ont tué, mais c'est quand même toi qui avais chargé l'arme. Bah écoutez, Ça aurait pu être une phrase à la Gabin. C'est votre côté enfant de la balle. Et on va mon côté enfant de la balle, ouais. On va en reparler à travers la sortie du livre, le 31 octobre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Sébastien. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Sébastien. Date 31 octobre 2024, sortie de Le Carnaval des ambitieux chez XO Éditions. C'est plus, mais pas n'importe quel livre, c'est un livre avec votre philosophie en filigrane. C'est-à-dire que il y a des gens qui me suivent, alors il y a des gens qui c'est pile dans le discours du carnaval des ambitieux. Pourquoi j'ai dit le carnaval? Parce que on porte tous un masque. Pour moi, on porte tous un masque. Moi, j'ai le masque de Patrick Sébastien, t'as le masque de Jacques Pessis, Macron a le masque de Macron. Et ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est d'aller sous le masque. C'est-à-dire que on s'arrête trop aux a priori, on connaît pas suffisamment les gens. Et les gens qui me connaissent bien, ils me réduisent pas aux serviettes, aux sardines et à tout ça. Et le lectorat que j'ai me suit aussi pour des conseils de vie. Où je parle de la mienne, alors c'est très égoïste, mais on ne parle bien que des choses qu'on connaît. Les expériences que j'ai eues, à la fois les expériences heureuses et les expériences malheureuses, j'ai eu des choses un petit peu hors normes. Dans les succès, j'ai eu des choses un petit peu hors normes. Et dans les deuils, j'ai eu des choses hors normes aussi, avec la mort de mon fils, entre autres. Donc j'essaie de faire profiter de ma philosophie de vie, les gens. Et c'est vrai que là-dedans, il y a un des fils qui est relié à l'ambition, d'ailleurs, c'est de se dire que tout est écrit. On a parlé tout à l'heure... moi, je sais pas pourquoi c'est arrivé tout ça. Je sais pas pourquoi ça dure. Je sais pas. Alors les gens te disent oui, mais on a notre libre arbitre, on décide d'aller là, là et là. Et moi, je prétends qu'on n'en a pas. C'est-à-dire qu'on va là parce qu'il y a quelque chose qui a décidé qu'on allait vers là. Vous employez un mot qui est synchronicité. Synchronicité. Alors c'est très bizarre parce que ce mot n'est pas dans le dictionnaire. C'est que tu le cherches dans le dictionnaire, il n'existe pas. Synchronicité, ce sont des dates qui se croisent. Des fils, j'en parle sur scène dans mon spectacle, des fils qui se croisent, j'en raconte quelques-unes, dedans il y en a quand même des pas mal, où tu n'as pas d'explication logique, mais qui prouve qu'il y a quelque chose qui tire le fil de ça. Alors, les croyants appellent ça Dieu, etc., etc. Mais je crois qu'il y a un lien irréel qui nous échappe. J'ai des choses étonnantes dans ma vie, la plus étonnante, je l'avais racontée dans un autre livre, c'est ma mère et son admiration pour deux personnages qui étaient De Gaulle et Kennedy, qui étaient ses idoles absolues. Elle avait les photos à la maison. Et De Gaulle est né le 22 novembre 1890. Kennedy est mort le 22 novembre 1963. Entre les deux dates, il y a 73 ans. Et ma maman est morte le 22 novembre à 73 ans. Alors, hasard, coïncidence, tout ce qu'on veut. Mais j'ai beaucoup de fiches. D'ailleurs, au départ, le bouquin, je voulais juste faire les synchronicités, mais je me suis dit que c'était pas assez riche pour en montrer autant. Il y en a plein qui sont historiques, des synchronicités. Claude François, par exemple. Ah ben là, il y a des choses étonnantes. C'est que l'appartement dans lequel, la baignoire dans laquelle il a trouvé la mort, s'il l'avait su avant, il l'a su qu'après. La propriétaire d'avant s'était suicidée dedans. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que après. Quand il est mort, il y a quelqu'un qui a racheté l'appartement et qui, par superstition, a interverti
la salle de bain et la chambre. Et sa femme s'est suicidée dans sa chambre. C'est fou, hein. Et aujourd'hui, j'ai vu sur Internet, l'appartement est à vendre pour 950 000 €. C'est cher. Hein. C'est cher, oui, surtout pour... c'est cher pour mourir dans une baignoire, quoi. Je veux dire. Mais ce qui est extraordinaire... Non, mais je raconte dans le bouquin, je pense que quand je dis que les choses sont écrites, il avait rendez-vous avec l'émission s'appelait Les Rendez-vous du Dimanche qu'il devait faire. J'en parlais avec mon pote Fabien Lecoeuvre, qu'il connaissait bien à l'époque. Il me dit, c'est rendez-vous avec la mort. Il devait pas faire cette émission. Il était en Suisse. Michel l'a appelé en lui disant, dépanne-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Il devait pas partir. L'avion qu'il devait prendre ne devait pas décoller parce qu'il y avait du brouillard et il n'avait pas l'autorisation. Ils ont décollé quand même. Ça veut dire que tu dois être à ce moment-là, à cet endroit-là. Et pourquoi je vais toucher l'applique dans la baignoire alors que l'électricien était passé 5 jours avant, qu'il y avait des travaux à faire pour remettre tout ça en place, mais qu'il fallait pas réveiller Claude, donc il a dit je repasserai lundi, c'est-à-dire 2 jours après. Ça conforte ce que je pense sur le fait que tout soit écrit. Alors il y en a qui disent mais non, c'est pas vrai, c'est des conneries, tout ça. Ça aide en tout cas. J'en parlais il y a quelques secondes avec quelqu'un à côté. Ça aide à la résilience, beaucoup. À partir du moment où tu penses que les choses sont écrites, quand il t'arrive quelque chose, que ce soit bien, alors que si c'est bien, t'as pas à en être plus fier que ça parce que ça devait arriver. Et si c'est mal, ben ça t'aide à enlever la culpabilité, ça t'aide à enlever la notion d'injustice. Quand ça m'est arrivé pour mon gamin ou les cancers que j'ai eus, bah ça doit arriver. Si ça doit arriver demain, bah ça doit arriver. Alors ça guérit pas, mais ça aide, hein. Ça aide énormément. Et pour Claude François, il y a une chose extraordinaire que peu de gens ont raconté. Je suis allé 1 an après sa mort, pour l'anniversaire de sa mort, dans une soirée à l'Élysée-Matignon, discothèque parisienne. Et qu'est-ce qu'il y avait au dessert? Des éclairs au chocolat. Personne ne l'a remarqué. Des éclairs, oui. C'était d'ailleurs le sigle de sa maison de disques, l'éclair. Et disque flèche, exactement. Et j'avais même trouvé une synchronicité supplémentaire, mais qui est très amusante, que tu connais. C'était que la première femme de sa vie, il se l'est fait piquer par Gilbert Bécaud, qu'on appelait Monsieur 100 000 volts. Exactement. Voilà. Alors, dans ce livre, vous évoquez aussi les hommes politiques, et parce que vous avez eu aussi... À l'époque où il y en avait encore. Oui, hein. exactement. Parce que là, aujourd'hui, on est chez Guignol. Non, mais Chirac, avec qui vous étiez bien sûr copain, mais très aussi Hollande, avec qui vous avez vu un match de foot. Enfin, c'est assez... Non, j'ai eu des relations avec... mais lointaines, hein, épisodiques. Mais j'ai un regard sur certains, sur leur ambition, justement. J'aurais trouvé des avatars cinématographiques. Je parle de Mitterrand, de Chirac. Celui que j'ai le mieux connu, effectivement, c'est Chirac, dont j'étais très proche. Mais les autres, je les ai connus épisodiquement. Voilà, je continue à les voir épisodiquement, donc j'ai un regard là-dessus. Et aujourd'hui, je t'avoue que je suis, et comme tout le monde, on est effrayé, on est effondré de voir ce qui se passe. Là, je crois que pour le coup, le carnaval des ambitieux, tu pourrais titrer sur Libé le carnaval des ambitieux, hein, parce que c'est ça aujourd'hui. Ce qui s'est passé là, c'est l'ambition personnelle qui prend le pas sur tout. Ils ont tous une ambition d'être président dans 3 ans, machin, d'exister, de passer à la télé. Ils nous ont piqué notre place à nous. Moi, je suis très sévère avec ces gens-là. Il va falloir qu'ils remettent les pieds sur terre à un moment. Parce qu'il y a les gens de l'autre côté de la rue. Il y a des gens qui en chient aujourd'hui, j'en connais, qui n'ont pas de quoi bouffer, qui sont obligés de sauter un repas. Il y a tout qui augmente. Il y a ce sentiment d'insécurité qui n'est pas un sentiment d'ailleurs, qui est une réalité. Et pendant ce temps-là, bah, ils jouent, et ils vont dans des émissions de télévision, en sortant de l'émission de télé, ils se disent pas qu'est-ce que j'ai fait de bon pour le pays, ils se disent j'ai été bon. Voilà. Et donc on les appelle la République des bustes, nous. Parce qu'ils sont derrière les tables des chaînes info, on voit que le haut, donc il leur manque les couilles dessous, tu vois. Il serait temps qu'ils se lèvent. Oui, et puis en plus, ils disent quelque chose qui est souvent déformé sur Internet, ce qui crée des problèmes délirants ensuite. Partout. Non, mais c'est surtout l'ego, quoi. Je veux dire, c'est surtout ce problème. On dit que les artistes ont un ego surdéveloppé, c'est vrai. Mais eux, au départ, ils sont pas élus pour ça. Ils sont pas élus pour aller faire des télés tous les jours et des radios tous les jours. Faut qu'ils fassent. Faut qu'ils arrêtent de dire. Faut qu'ils fassent. Et puis à un moment, l'exemplarité. Tu es comme moi, on est comme tout le monde. T'as vu l'Assemblée nationale, les mecs ils se font des bras d'honneur, ils s'écoutent pas. Et après ils disent oh les enfants sont mal élevés. T'as raison. T'as vu les exemples qu'ils ont les enfants. C'est affligeant ce qu'on voit. Il y a un moment où tu dis est-ce qu'il y en a pas un qui va se lever en disant mais putain soyons dignes. Nous ne sommes pas du même avis, on n'est pas d'accord sur tout, mais faisons un effort pour le pays et pas pour nos gueules à nous. Moi, j'ai regardé les mecs parler pendant au moment de la censure, là.
Putain, mais tous les 3 mots, ça gueule au fond, ça s'écoute pas. Ça... Mais c'est quoi ces mecs? C'est des pantins, quoi. J'ai eu de l'estime pour les politiques. Aujourd'hui, j'ai vraiment... je suis pas tout seul, hein. En espèce de dégoût, en se disant... Même quand on peut ne pas être du même avis, avoir deux façons de voir les choses différentes, mais putain, il y a un pays derrière. Qu'est-ce qu'on va en faire, là? Et dans ce livre, vous évoquez aussi d'autres personnes contre qui vous vous déchaînez, que vous appelez les rapaces sexuels. C'est-à-dire que c'est des... Ah non, mais bah, tu sais, c'est pareil, c'est la mode. Aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est la suspicion automatique sur l'homme blanc, quoi. Voilà, c'est-à-dire que l'hétéro blanc, il est suspect, d'office. Voilà. En sachant que, moi, je l'écris dans le livre et je le pense vraiment, MeToo, pour moi, c'est un des plus gros progrès humanistes de ce siècle. Il fallait que ça arrive. Il fallait vraiment qu'on réexplique à certains mecs que les femmes, c'est pas des bouts de viande et c'est pas des objets. Après, de l'autre côté, il y a une espèce de dérive qui fait que on soupçonne tous les mecs d'être des salopards et toutes les femmes sont des anges. C'est pas vrai. C'est pas ça. Encore une fois, on manque de mesure. On accuse les gens. Ce qui m'emmerde, par exemple, je parlais de Depardieu, c'est que la présomption de culpabilité est remplacée la présomption d'innocence. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas punir, au contraire. Il faut être même beaucoup plus sévère. Avec les violeurs, avec tous ces mecs, il faut être beaucoup plus sévère que ça. On n'est pas assez sévère. Pour les vrais, je parle. Hein. Et puis, il faut être sévère aussi avec ceux qui inventent, ceux qui profitent du truc pour détruire ce qui devrait relier les hommes et les femmes et qui en fait les sépare. Et puis cette révolution sexuelle respectueuse, elle doit pas se faire contre les hommes, elle doit se faire avec les hommes contre les pires d'entre eux. Parce qu'il y a quand même des énormes salopards et qu'il faut pas passer à travers. Ça, c'est un des sujets du livre. Un autre sujet... Entre autres, oui, parce que je parle d'actu, je parle d'autres... Oui, mais j'ai appris aussi dans ce livre que vous avez sauvé les cafés-théâtres via Emmanuel Macron. Non, j'ai pas sauvé les cafés-théâtres, mais c'est vrai que pendant... Ben, j'explique ça pour parler de Macron, justement, parce que je leur donne des avatars de cinéma. Alors Macron, pour moi, c'est Belmondo, c'est le marginal, ouais, pour ses méthodes. Pour Mélenchon, je dis bien pour Mélenchon, c'est le guignolo. Et pour Marine Le Pen, c'est Peur sur la ville, tu vois. Mais parce que je dis ça, parce que sur les réseaux, ils ont marqué que je disais que Mélenchon était un guignolo. Ils m'ont renversé. Ouais. Quelle bande de connards sur ces réseaux sociaux. En fait, oui. Bref, rétablissons la vérité. Les cafés-théâtres, un jour, Les cafés-théâtres, non, il se trouve que c'était pendant le Covid. Et les cafés-théâtres, j'ai un pote, c'était les petites salles de 50, 60 places pendant le Covid, qui dit on est en train de crever, quoi. On a aucune relation gouvernementale, on ne sait pas comment faire. Comme je sais que tu parles de temps en temps avec le président, dis-lui, quand maintenant, si tu peux, je dis, putain, il est 2h du matin, je vais pas réveiller le président de la République et on est en plein Covid pour parler des petits cafés-théâtres, tu vois. Et parce que je suis qu'une relation lointaine, moi, du président. Et en fait, je me dis, bon, ben, je vais envoyer un message maintenant, il me répondra demain qu'il a autre chose à foutre, tu vois, etc. Et j'envoie le message à 2h du matin. Et il me répond, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, machin? Et là, pendant 20 minutes, il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour eux, etc. Il me donne un numéro de téléphone, qui d'ailleurs a servi, puisque le lendemain, ils ont pu avoir ces gens-là qui se sont occupés d'eux. Ce qui fait qu'au bout de 20 minutes, quand même, je lui ai dit, écoute, il est 2h du mat, on est en pleine crise du Covid, t'es président, tu sais, les cabarets dont t'as rien à foutre, parce que t'es quand même un mec bien. Il me dit, je serai un mec bien que si je les sauve. Alors, ma conclusion, c'est le film de Belmondo, c'est Flic ou Voyou, quoi. C'est qui le vrai des deux? Parce qu'il est capable de trucs de générosité comme ça, et en même temps, il est capable de déni de démocratie pas possible. Je sais pas. C'est très compliqué. Mais j'ai voulu illustrer ce que je pensais, qui me paraît juste, parce qu'aujourd'hui, Macron, il est détesté par 70% des gens. Je sais pas s'ils ont raison ou tort. Je sais pas. Ce livre, donc, c'est le prélude au prochain, parce que vous annoncez déjà à la fin du livre que vous allez continuer, Patrick Sébastien. Tant que je pourrais écrire, j'écrirai, même si je suis pas publié. J'ai besoin d'écrire tout le temps, et des choses complètement différentes. Là, je viens d'écrire une pièce très sérieuse, qui s'appelle Le Maître et ses consciences, qui me plaît beaucoup, que j'aimerais bien jouer, ou que je fasse jouer par quelqu'un d'autre, qui est l'histoire d'un avocat qui fait acquitter un assassin et qui passe la soirée avec sa bonne et sa mauvaise conscience. Et je trouve ce thème très joli. Et en même temps, je suis en train d'écrire un album qui s'appelle Olé Olé, où je vais refaire des chansons paillardes, qui parlent de cul. Voilà. Parce que ça se fait plus.
et parce que c'est de la bonne santé. Alors ça va choquer évidemment. Déjà que je suis beauf, ils vont me mettre double beauf XXL, mais qu'ils aillent se faire enculer, quoi. En gros, je veux dire. C'est une bonne conclusion. On va le dire autrement. Non mais je suis obligé. Et puis je te signale que ce mot est dans le dictionnaire. Voilà. Alors si on ne veut plus qu'on dise de gros mots, faut les enlever du dictionnaire. Tu sais, chômage, c'est encore au dictionnaire, hein. Ah oui, précarité, c'est au dictionnaire. Alors, il y a le dictionnaire et à côté, il y a ce Carnaval des ambitieux chez XO. Un livre de plus avant les suivants, parce que je suis convaincu que vous reviendrez avec une vie. Parlez du suivant. Je sais pas, tant que j'aurai mais ça s'adresse vraiment à des gens qui me suivent, et c'est très étonnant, parce que je sais pas que des blaireaux, comme ils disent, qui me lisent. Ah, si, le plus beau compliment qu'on m'a fait sur celui-là, c'est me dire, mais quelqu'un vous a aidé à l'écrire? Oui. Ça, j'adore ça. C'est les mecs qui disent, mais il est pas capable, il chante les sardines, il peut pas écrire un livre, il doit écrire papa avec 3 P. En tout cas, le Carnaval des ambitieux, c'est Et puis, c'est pas que des anecdotes, c'est un style que j'aime bien. Je suis tellement amoureux des mots. Il y a quelques aphorismes qui te plairaient. J'en ai rapporté qu'on m'a dit. Il y en a un qui va te plaire forcément, que j'ai mis dedans. C'est quelqu'un qui se plaignait. Je l'ai mis parce que ça m'a trop fait rire. C'est quelqu'un qui se plaignait du changement climatique et qui m'a dit, putain, mais quelle planète on va laisser à Michel Drucker? Voilà, exactement. Merci Patrick Sébastien. Continuez ainsi et on vous retrouvera. Vous aussi, mon cher Jacques. Arrêtez de faire des enfants à votre âge. Je vais essayer. Merci Patrick Sébastien. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de la prochaine. Bien sûr.